Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 8 de la saison 4. Je vous retrouve cette semaine avec une professionnelle que j'aurais vraiment aimé rencontrer plus tôt. Il faut devenir parent pour comprendre que le sommeil est un vrai sujet qui nécessite l'intervention d'un spécialiste quand les parents ne sont plus en état de gérer et de prendre le recul nécessaire. Priver un être vivant de sommeil est une véritable torture, utilisée d'ailleurs comme telle dans bien des conflits. Juliette a souvent eu des difficultés à l'endormissement, jusqu'au jour où les triplés sont nés. Ce jour-là précisément, Aude lui a dit d'aller au lit et elle s'est mise au garde à vous, comme si elle avait pris conscience de son nouveau statut de grande sœur de 3 petites sœurs. Et puis, on est clairement passé au level du dessus, avec la découverte des nuits, si on peut dire, avec les triplés. Un bib toutes les 2 ou 3 heures, multiplié par 3, égale d'écart pour chacune et une organisation militaire pour essayer de se préserver. Sauf que les filles ont fait leur nuit à 27 mois. Oui, 27. Et là, il n'était plus question de prise de hauteur et de bienveillance dans la gestion des nuits. Mais jamais nous n'avons eu le réflexe de consulter alors que cela aurait été salvateur. Alors je vous propose de découvrir Charlotte du compte Instagram @lesnuitsdouces. Charlotte est magicienne du sommeil des bébés et surtout pleine de bons conseils pour les parents épuisés. Et pour cause, elle aussi est passée par là. L'idée est que nous nous retrouvions régulièrement sur le podcast pour qu'elle réponde à vos questions. Nous avons prévu dans ce premier épisode de poser les bases du sommeil et de vous apporter les tips les plus utiles. Sur le compte Instagram du podcast, j'ouvrirai ensuite une boîte à questions pour que vous puissiez proposer vos problématiques à Charlotte concernant le sommeil de vos enfants. Elle y répondra alors sur plusieurs épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement qui est un des premiers que je fais dans cette série professionnelle, on va dire. Merci à toi, je suis ravie de faire cette interview avec toi. Super. Franchement, je pense que tu vas nous apporter bien des tips et que ça va vraiment nous servir, hein, soyons clairs. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc je suis Charlotte. Je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans et demi, bientôt 4, et qui a mis 20 mois à faire ses nuits. Donc autant te dire que je comprends le manque de sommeil que vivent les parents qui nous écoutent peut-être. Et c'est clairement cette histoire personnelle avec ma fille qui m'a conduit à cette reconversion pour être consultante en sommeil. J'habite à Bordeaux depuis bientôt 4 ans. Et avant d'être consultante en sommeil, j'ai fait 10 ans de marketing. Donc vraiment rien à voir. Rien à voir, une vraie reconversion. Exactement. Après, franchement, pour avoir des enfants qui ont mis très longtemps aussi à faire leur nuit, voire qui ne les font toujours pas, je comprends complètement l'envie de la reconversion parce que c'est un vrai sujet, hein, le sommeil des parents et des enfants. Donc aujourd'hui, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de commencer par faire un point sur les bases du sommeil. Parce que un enfant, je pense qu'on le sait tous inconsciemment et on le constate, hein, mais un enfant ne dort pas comme un adulte, c'est un fait. Tout à fait. Déjà, nous adultes, on a un peu de mal à comprendre notre sommeil, hein. Oui. Donc, et puis on dit dormir comme un bébé, et souvent quand on devient parent, on est là, mais d'où sort cette expression ? Mais clairement, à part les quelques-uns chanceux dont les enfants dorment assez rapidement, c'est quand même très peu le cas. Oui, il y en a, mais ceux-là, on veut pas en entendre parler. Voilà. En général, on reste plus trop amis avec eux. Voilà, c'est ça. Parce que au-delà du fait de pas dormir la nuit, il y a aussi ceux qui se lèvent hyper tôt, donc ça revient à ne pas dormir la nuit, soyons clairs. Aussi.
Clairement, ça en fait partie, c'est sûr. Donc voilà. Est-ce que tu peux déjà, nous expliquer un peu comment fonctionne le sommeil en général et ensuite faire un parallèle avec l'enfant? Ouais, complètement. Alors, t'as raison, le sommeil, c'est un très vaste sujet dont finalement on parle très peu, ou en tout cas sur lequel on informe très très peu les parents. Ouais, c'est ça. Alors que pourtant, comme tu le disais, c'est un sujet récurrent pour nombre de familles, et c'est aussi ce qui a motivé ma reconversion, puisque moi-même, en fait, quand ma fille ne faisait pas ses nuits, j'ai été confrontée à ce manque d'informations et d'outils bienveillants aussi pour les aider à mieux dormir. Donc, comment fonctionne le sommeil déjà de manière globale? En fait, quand on dort, qu'on soit un adulte ou un enfant, on ne dort jamais de manière continue. En fait, on enchaîne ce qu'on appelle des cycles du sommeil. Et entre chaque cycle du sommeil, on va avoir des micro-réveils. C'est vraiment des moments de réveil qui sont très brefs, que nous aussi on a en tant qu'adultes. Ça va correspondre au moment où, par exemple, on va se retourner dans le lit, remettre un peu son oreiller, éventuellement boire un petit peu d'eau. Et du coup, on se rappelle quasiment pas de ces réveils le lendemain matin. Pourtant, ils ont bien lieu. Chez l'enfant, c'est la même chose. Que ce soit pour une sieste ou pour le dodo de la nuit, il va jamais dormir de manière continue. Donc, il va y avoir toujours ces moments de micro-réveil. Et ce qui est important à savoir par rapport à ces micro-réveils, c'est que pour que votre enfant puisse se rendormir lorsqu'il a un micro-réveil, il a d'abord besoin de retrouver le même environnement de sommeil que celui présent au moment de l'endormissement. Et ça, déjà, c'est une première clé. Et ça, c'est un sacré tips. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que ça permet déjà de comprendre le pourquoi, en fait, quand il a ce micro-réveil, il n'arrive pas à passer au cycle d'après. C'est tout simplement parce que, imaginons que votre enfant s'endorme dans vos bras et que vous le déposez ensuite dans son lit. Et ben, du coup, lors de son micro-réveil, il va se dire, mais où est papa, où est maman? Je me suis endormie dans leurs bras, je n'y suis plus. Du coup, je ne peux pas passer au cycle d'après. De la même manière, si vous l'endormez au sein, etc. Sachant que ce n'est pas un problème en soi, mais ça explique déjà juste pourquoi l'enfant ne peut pas passer au cycle suivant. Donc, il a vraiment besoin de retrouver exactement le même environnement de sommeil. Ça vaut aussi pour, sans forcément parler de l'accompagnement du parent, mais par exemple une veilleuse. S'il s'endort avec une veilleuse, il faut que la veilleuse reste présente pendant tout le temps de sommeil, etc. Et puis l'autre chose par rapport à ça, c'est que pour qu'un enfant puisse se rendormir lors d'un micro-réveil, il a d'abord besoin de savoir s'endormir. Ça, c'est vraiment la première base. On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il arrive à se rendormir tout seul pendant la nuit si déjà, à la base, il sait pas s'endormir tout seul le soir ou pour sa sieste. Donc, c'est déjà, je trouve, un peu 2 points clés de se dire que, OK, pour qu'il puisse transiter entre ces cycles du sommeil, déjà, le parent peut être vraiment vigilant à ce que l'environnement de sommeil ne bouge pas. Et puis se dire que la première chose qu'il va falloir finalement lui transmettre, le guider, c'est vers cet apprentissage d'un endormissement autonome qui va lui permettre de pouvoir transiter au mieux entre ces cycles du sommeil et réussir à se rendormir par lui-même. Sachant que cet apprentissage peut se faire à partir de 4 mois. Les 3 premiers mois, on est vraiment sur le 4e trimestre, dont on parle beaucoup, donc les 3 mois qui suivent la naissance, où là, l'enfant a surtout besoin de retrouver l'environnement in utero pour pouvoir s'apaiser et notamment pour pouvoir dormir. Parce qu'il faut bien se dire que pendant les 9 premiers mois de sa vie, l'enfant finalement il a vécu dans le ventre de sa mère, donc finalement il a vécu à 2, et puis constamment bercé par du bruit et du mouvement. On s'en rend pas toujours compte, mais en fait, quand le bébé est dans le ventre de sa maman, il y a énormément de bruit, entre les bruits de l'intestin, le cœur qui bat, les poumons, etc. Donc en fait, il a vraiment du bruit en permanence autour de lui, le bébé. Et puis il a aussi beaucoup de mouvements. Déjà en journée, on bouge bien sûr, et puis même la nuit, on se retourne, etc. Donc ça, c'est vraiment l'environnement premier qui a connu l'enfant, notamment pour dormir. Donc en fait, à la naissance, votre enfant, il sait dormir. Mais ce qu'il sait pas faire, c'est dormir seul, puisque c'est vraiment à l'opposé de ce qu'il a connu en fait sur ses premiers mois de vie. Ce qui explique qu'ils aient besoin d'être collés à nous. Exactement. Voilà. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Au contraire. Ça donne pas de mauvaises habitudes. Non, au contraire. Parce que vraiment, les 3 premiers mois, moi, c'est vraiment ce que je recommande aux parents, c'est permettre à l'enfant de retrouver au maximum l'environnement in utero, parce que c'est ce qui va lui permettre de faire cette transition très en douceur vers ce nouvel environnement qui est clairement à l'opposé de celui qu'il a connu pendant les 9 premiers mois. Donc en fait, quand je dis reproduire l'environnement in utero, c'est vraiment apporter du contact, de la chaleur et du mouvement. Donc effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment pour ça qu'ils dorment aussi bien dans nos bras
au sein, en cododo, en poussette ou même en voiture, parce que ça leur apporte justement ce mouvement, ce contact et cette chaleur qui leur est si familière par rapport aux 9 premiers mois de vie. Et c'est là que l'écharpe nous sauve la vie. Ouais, complètement. L'écharpe, le porte-bébé physiologique, Ouais. le cododo, l'allaitement, tout ça aide beaucoup. Celles qui n'allaitent pas, voilà, ne serait-ce que donner le biberon en étant dans les bras. Voilà, tout ça va vraiment permettre à l'enfant de se rassurer. Et vraiment, votre mission pendant les 3 premiers mois, c'est de faire en sorte que votre enfant dorme le plus possible sans s'acharner à ce qu'il dorme spécialement dans son lit. C'est-à-dire que s'il arrive à dormir dans son lit, tant mieux. Que ce soit en lit de cododo ou en berceau ou autre. S'il arrive à dormir dans son lit, tant mieux. Par contre, si vous sentez que voilà, c'est un petit peu dur pour lui, c'est pas grave. Vraiment, ne culpabilisez pas de le prendre sur vous, de l'emmener en balade en poussette. Ça reste des moments de sommeil qui sont quand même de qualité pour lui. Et puis, surtout, dites-vous aussi qu'il n'y a aucune mauvaise habitude, puisque toute habitude est modifiable. Donc, c'est pas parce qu'il dort sur vous les premiers mois qu'il n'arrivera pas à dormir autrement par la suite, parce que vraiment, déjà, pendant les 3 premiers mois, il n'y a aucune notion d'habitude qui s'installe chez l'enfant, ça vient plus tard. Et puis, même si plus tard une habitude s'installe, c'est pas grave. Tant qu'elle convient à la famille, que ce soit au couple, à l'enfant, à la maman, ou à la deuxième maman, ou autre, tant que ça convient, voilà, vraiment à l'équilibre familial, il n'y a aucune raison de modifier une habitude. Par contre, à partir du moment où l'habitude ne convient plus aux parents, ou à l'enfant, c'est là où on peut finalement guider son enfant vers une autre habitude qui vous conviendrait mieux ou qui conviendrait mieux à l'enfant. Mais voilà, vraiment garder en tête, il n'y a aucune mauvaise habitude. Oui, surtout elles sont transformables. Et ça, c'est vrai que voilà. Il y a tellement d'injonctions de la société par rapport, ne serait-ce qu'au sommeil de l'enfant qui doit faire ses nuits à la sortie de la mat, soyons clairs. Oui. Et puis il y a une grosse pression aussi qui est mise sur les épaules des parents au niveau du sommeil. Très, très fréquemment, quand on rencontre un couple qui vient d'avoir un enfant, la première chose qu'on va leur dire, très souvent, c'est « alors il fait ses nuits ». Alors que le bébé, il a 15 jours. Mais laissez-le tranquille, ce bébé. En fait, il a certainement un rythme de sommeil où il va avoir besoin de manger tous les 2-3 heures, où il va avoir besoin de contact, et tout ça, c'est normal, en fait. Donc, voilà, moi, je milite aussi pour finalement faire en sorte que les parents se sentent moins stressés, moins culpabilisés par rapport à toutes ces injonctions, et qu'ils puissent vivre leur parentalité de manière beaucoup plus sereine, quoi. Oui, c'est clair. Et puis c'est vrai que, tu vois, je fais le parallèle avec des familles que j'accompagne où on me dit oui, mais le jour, ça va, il dort sur moi, tout va bien, et la nuit, c'est un peu la Java. Mais c'est souvent que j'ai tendance à leur dire mais parce que la nuit, t'es plus avec lui, t'es à côté, mais t'es plus et puis t'es plus dans le mouvement, tout ça. Donc évidemment que lui, ça transforme un peu tout, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, pour compléter ça, t'as aussi la notion de bruit dont on parlait tout à l'heure, où vraiment le bruit permanent, c'est ce qui rassure beaucoup les enfants. C'est d'ailleurs assez fréquent et tellement improbable à chaque fois de voir un nourrisson dormir à point fermé en plein milieu d'un restaurant qui est bondé, où du coup il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, mais en fait ça les rassure, parce que encore une fois, les 9 premiers mois de vie, ils avaient du bruit constamment autour d'eux. Alors que à l'inverse, la nuit, il n'y a plus aucun bruit. Et même en journée, on peut se dire oui, mais quand je suis en journée chez moi, il y a pas de bruit non plus. Mais si, finalement, il y a quand même aussi un bruit un peu ambiant. Il peut y avoir des voitures qui passent en bas de chez vous, des voisins, etc. Et tout ça participe au fait de rassurer l'enfant. Alors que la nuit, c'est presque vraiment un silence de plomb qui là par contre peut angoisser, peut angoisser l'enfant. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi une autre énergie qui se dégage, tu vois, du jour et de la nuit, et ça, l'enfant il le perçoit, quoi. Complètement. Ouais. C'est hyper important, je pense, de parler de ces 3 premiers mois, parce que, enfin, tu vois, ce que je trouve génial, c'est que tu parles de sa vie in utero comme étant une partie de sa vie, et effectivement, quand il arrive, il a ces 9 mois-là dans les pattes. Complètement. Donc oui, on peut pas tout chambouler. Alors déjà qu'il faut qu'il s'adapte à une vie extra-utéro, à une vie aérienne aussi. C'est voilà. Le changement, il est énorme. Et c'est vrai que si nous on se mettait à la place du bébé, vivre un tel changement, je pense qu'il nous faudrait même plus que 3 mois pour s'y habituer. Ah mais nous, on déménage, c'est la fin du monde alors. Non mais clairement, c'est sûr. Donc voilà, c'est sûr que ces 3 premiers mois, ils vont être clés
vraiment pour permettre à l'enfant de prendre ses marques en douceur. Ça veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas lui transmettre de bonnes bases de sommeil dès la naissance, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes, mais que par contre, on peut faire en sorte de partir du bon pied en lui transmettant vraiment déjà de bonnes bases, en faisant en sorte, par exemple, de mettre en place une routine du dodo. Ça, pour moi, c'est aussi une des bases du sommeil qui est hyper clé et en plus qui va accompagner l'enfant pendant des années et des années. Voilà, toi, je sais que tes filles sont plus grandes et malgré tout, il y a encore cette routine du dodo qui existe. Et malgré tout, il faut qu'on se voit. Voilà. Alors c'est sûr parce qu'il y a quand même d'autres choses. En fait, c'est intéressant parce que en fait le sommeil dépend de nombreux facteurs. Tout à l'heure, par exemple, on se disait il faut que l'enfant déjà parvienne à s'endormir tout seul. Mais c'est pas parce qu'il sait s'endormir tout seul que les autres troubles du sommeil n'existent pas. Moi, il y a des familles que j'accompagne où l'enfant sait déjà s'endormir tout seul. Malgré tout, il y a des réveils nocturnes qui existent, des difficultés à la sieste, etc. Ce qui montre bien que le sommeil dépend vraiment de nombreux facteurs. Donc, en fait, il y en a plein sur lesquels, en tant que parent, on peut vraiment venir jouer pour améliorer le sommeil de son enfant. Et clairement, la routine du dodo, c'est vraiment une excellente base qu'on peut mettre en place dès la naissance de l'enfant, parce que c'est ce qui va vraiment donner le repère à l'enfant de « Ok, je reconnais cet enchaînement d'activités », parce que c'est ça, vraiment une routine du dodo, c'est pas du tout attaché à un horaire précis, c'est vraiment un enchaînement d'activités qui va être tous les jours dans le même ordre et qui va constituer en fait le repère de l'enfant pour savoir que ce qui s'ensuit, c'est le moment du dodo. Et c'est ça qui va rassurer l'enfant, puisque finalement, un enfant, ce qui peut être une source d'angoisse pour lui, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va arriver. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, quand on se lève le matin, on sait ce qu'on a à faire, on connaît notre planning, on sait qu'on va prendre notre petit-déj, partir bosser, faire des courses, enfin bref, on connaît notre planning. L'enfant, lui, ne le connaît pas. Donc ça peut être un peu source d'inquiétude. Donc finalement, plus vous allez déjà ritualiser votre journée, plus ça va le rassurer, et notamment au niveau du dodo. Donc c'est pour ça que cette routine est si importante. Et pour les tout petits dès la naissance, ça peut être une routine déjà très courte, ne serait-ce que mettre toujours la turbulette, puis faire un câlin, se dire des petits mots doux et voilà et un dernier bisou et bonne nuit. Ne serait-ce que ça, c'est assez court, mais c'est déjà un enchaînement d'activités qui sera toujours dans le même ordre, qui va commencer à constituer le repère de l'enfant pour savoir qu'ensuite c'est le moment du coucher. Ouais. Donc et voilà, et donc cette routine elle peut évoluer au fur et à mesure que l'enfant grandit, bien sûr. On peut y incorporer petit à petit des activités qui plaisent à l'enfant. Très souvent on pense à routine égale lecture de livres, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des massages, ça peut être se dire des mots doux, parler de ce qu'on va faire le lendemain, se faire des câlins, ça peut être de la méditation guidée, du yoga, bref, il y a vraiment 1000 routines qu'on peut vraiment mettre en place avec son enfant. Ce qui est important, c'est qu'elle vous plaise à vous en tant qu'adulte, puisqu'il faut la faire quand même tous les jours pour la sieste et pour le dodo du soir. Ah, pour la sieste aussi. Hein, pour la sieste aussi, voilà, ça c'est un point important. Parce que de la même manière que ce soit pour le dodo en journée ou pour la nuit, bah finalement, le repère est le même. Et ce qui est important aussi pendant la routine, c'est de veiller à réduire petit à petit l'intensité lumineuse et sonore, pour que on plonge en fait petit à petit l'enfant dans l'environnement le plus propice au sommeil. C'est là que c'est bien d'avoir un vario sur les veilleuses ou sur les... Voilà. Ouais. Ou même ne serait-ce que je passe d'une première activité de routine qui peut être par exemple dans le salon, du coup avec une lumière qui est peut-être un petit peu plus forte, mais qui sera douce, mais un peu plus forte, et je passe dans la chambre et là je passe à une lampe de chevet ou à une veilleuse, etc. Et ça fait cette diminution progressive, pardon. Et ne serait-ce que aussi au niveau du volume sonore, typiquement si on lit un livre, pensez à parler à voix basse, pensez à parler à un rythme lent, on peut même chuchoter les histoires, voilà, pour que vraiment petit à petit, même si on a l'effet le plus soporifique possible, c'est pas grave. Au contraire, c'est vraiment les faire chercher. Donc voilà, faut vraiment pouvoir conduire l'enfant petit à petit à s'apaiser pour aller se coucher sereinement. Ouais, c'est vrai qu'on le voit, hein, même, enfin chez les plus grands, hein, souvent le soir ils sont fatigués, donc ils s'énervent, et plus ils s'énervent, moins ils dorment. Donc il faut arriver à faire redescendre. Tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment la routine. C'est à la fois le repère qui est rassurant pour l'enfant, et puis c'est un moment où on lui permet de redescendre un peu en pression.
par rapport à l'agitation qu'il a pu avoir en amont. Donc ça c'est vraiment hyper important. Ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut clairement mettre en place dès la naissance. Il y a aussi ce que j'appelle le mode nuit. Ça c'est vraiment un outil qui est très utile dès la naissance et qu'on peut prolonger même après. L'idée c'est de se dire qu'à partir du moment où l'enfant est couché le soir et jusqu'à son heure de lever le matin, donc on peut l'imaginer par exemple 20 heures jusqu'à 6 ou 7 heures, on va rester en mode nuit même s'il y a des réveils nocturnes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des réveils, on va faire en sorte de manipuler le moins possible l'enfant, de ne pas trop lui parler, de ne pas allumer la lumière. Et justement, là, tout l'intérêt d'avoir une veilleuse pour pouvoir soit donner un biberon, soit allaiter ou changer une couche, pour pouvoir faire en sorte que, malgré le fait qu'il y ait des réveils, on sorte le moins possible l'enfant de son environnement de sommeil. Et notamment au niveau de la couche, s'il n'y a pas eu de sel et qu'on sent que la couche n'est pas au ras du débordement, il n'y a peut-être pas besoin de la changer à chaque réveil, puisque c'est vrai que si on se met dans la peau de l'enfant, quand on change la couche, on applique quand même un produit qui est un peu frais au niveau du siège. Bien sûr. Clairement, ça réveille. Donc, il y a certaines personnes qui ont tendance à dire à la naissance, à chaque réveil, on change la couche. Comme ça, ils sont bien réveillés, ils vont bien manger. Ouais, sauf qu'en fait, en vrai, ça vient quand même perturber le sommeil. Donc, ça, c'est un des tips que je donne, justement. C'est la nuit, c'est dodo, câlin, mais pas changement de couche s'il y a pas besoin. Et exactement. On est alignés sans même en avoir discuté en amont. Voilà, l'idée étant vraiment de maintenir ce mode nuit jusqu'à l'heure qui vous paraît acceptable, donc un 6 ou 7 heures. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'en fait, ce mode nuit, il va permettre à l'horloge biologique de correctement se caler, déjà sur cette différence jour-nuit, qui apparaît quand même à partir de 3 mois. Donc, d'où l'intérêt de bien la mettre en place en amont et de faire en sorte que l'heure de réveil de votre enfant soit une heure qui vous paraît acceptable pour vous, quoi. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Voilà, ça peut aider quand tu évoquais tout à l'heure le cas d'enfants qui se réveillent très tôt. Le fait de maintenir ce mode nuit jusqu'à 6 ou 7 heures, ça va aider à décaler petit à petit l'horloge biologique aussi de l'enfant. Voilà. Donc c'est effectivement ce qu'on peut mettre en place pour les tout petits et qu'on peut vraiment garder par la suite. Et l'autre point qui, à mon sens, est hyper utile, et ça pour le coup, tes auditeurs pourront aller voir sur le compte Instagram, c'est ce que j'appelle les temps d'éveil. En fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance en tant que parent à se dire je vais attendre les signes de fatigue pour savoir quand coucher mon enfant. Ouais. Le problème avec les signes de fatigue, c'est que chez certains enfants, ils sont très difficiles à déceler. Donc finalement, on n'arrive pas trop à voir quand est-ce qu'il a des signes de fatigue. Voire ils sont absents. Il y a certains enfants qui arrivent à tenir toute une journée sans montrer un signe de fatigue, pourtant je vous garantis qu'ils sont fatigués. Et puis d'autres qui montrent des signes de fatigue, mais trop tardifs. C'est-à-dire qu'ils commencent à manifester leur fatigue alors qu'en fait, ils ont déjà atteint un état d'épuisement assez avancé. Donc le problème, c'est que quand on dépasse un peu cette fenêtre d'endormissement idéale, on se retrouve avec des enfants qui vont avoir du mal à s'endormir et ça peut créer aussi des réveils nocturnes. Donc finalement, moi je recommande plutôt aux parents de se caler par rapport au temps d'éveil. Donc sur le compte Instagram par exemple, il y a un tableau sur lequel par tranche d'âge, on peut retrouver ces temps d'éveil qui permettent finalement de savoir quand proposer une sieste à l'enfant en fonction de son âge. Donc voilà, ça c'est vraiment un repère très utile pour pouvoir vraiment proposer le temps de sommeil à l'enfant au bon moment et être sûr de choper quelque part la fenêtre d'endormissement idéale. Ouais. Je rappelle ton compte Instagram parce qu'on l'a pas donné encore, c'est @lesnuitsdouces. Oui, tout attaché. Voilà, tout attaché. Il est bourré de contenu hyper intéressant, le compte. Donc, foncez si gentil. vous avez des soucis de sommeil. C'est vraiment le compte à aller voir. Mais, c'est gentil. Non, mais c'est véridique. En tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, je sais que mes enfants étaient comme ça et j'ai vu des enfants où tu décelais, absolument pas les signes de sommeil, à part le moment où ils sont au bout du roule et que ça part en crise, quoi. Voilà, et où là, c'est trop tard, en fait. C'est ça, exactement, c'est trop tard. Et pour donner un exemple, finalement, pour un enfant de 3 à 6 mois, le temps d'éveil, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc en fait, typiquement, s'il se lève vers 7 heures le matin, on va venir lui proposer une première sieste vers 9 heures, 9 heures et demie, grand max. Même s'il n'y a pas encore de signe de fatigue, parce que vraiment, finalement, c'est le temps qu'il est capable de tenir d'un point de vue physiologique par rapport à son âge. Ouais, et ça, c'est assez commun à tous les enfants. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est, Exactement. Après, c'est des moyennes, bien sûr, et
rester les parents et c'est eux qui connaissent le mieux les besoins de leurs enfants. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de familles qui derrière m'ont dit mais waouh, je connaissais pas ces temps d'éveil et ça a tout changé. Dans le sens où ça a vraiment permis à l'enfant de s'endormir au bon moment, à un moment où il était vraiment dans un bon état de fatigue sans l'être trop non plus. Du coup, ça a permis de prolonger les siestes très souvent et de réduire aussi une partie des réveils nocturnes qui peuvent être liés justement à ce manque de sommeil en journée. Oui, et puis ça permet aux parents aussi de trouver le rythme parce que souvent on tâtonne. Tout à fait. Alors que quand t'as ça, tu sais quoi. Ouais, en général, j'ai plein de familles qui me disent « Alors du coup, j'ai imprimé le petit tableau, je l'ai mis sur le frigo, parce que forcément, ça évolue au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, et comme ça, ils ont leurs petits repères. » Moi, j'ai une approche qui est aussi très souple, donc je dis toujours aux parents, voilà, l'idée, c'est pas d'avoir l'œil sur la montre en permanence, mais en tout cas d'avoir cette information-là pour avoir un repère, comme tu dis, pour essayer de caler finalement au mieux le rythme de la journée de l'enfant par rapport à ses besoins physiologiques. Bien sûr. Ouais. Et du coup, à partir de quel moment on peut se dire qu'il y a un problème avec le sommeil de l'enfant? Parce que bon, des fois, après, on n'a pas tous la même résistance, nous adultes. Ça dépend aussi de notre vécu, de la grossesse, de tellement de choses. Et donc des fois, au bout de 6 semaines, on va être au bout du roll-mops et des fois, pardon. Non, t'inquiète. Expression débile. C'est le vécu qui ressort. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis des fois, on a beaucoup plus de résistance et avant qu'on comprenne qu'il y a un réel, qu'on peut peut-être agir dessus. Bon, en gros, toi, tu conseilles un accompagnement si besoin à partir de quel moment? En fait, c'est vrai que ça dépend beaucoup du ressenti du parent. Comme tu disais, on a une résistance aussi à la fatigue qui est très différente. Disons que, en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que à partir de 4 mois, déjà, on peut commencer à guider de manière très douce l'enfant vers un endormissement autonome. Donc, quand je dis un endormissement autonome, c'est l'enfant qui parvient à s'endormir tout seul dans son lit. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si, passé 4 mois, on endort son enfant au sein, par exemple, et que ça nous convient, il n'y a pas de raison de changer. En tout cas, voilà, ça donne juste un repère de se dire, à partir de 4 mois, on peut commencer à le faire. Soit le parent se dit, je vais le faire au feeling, on voit comment ça marche, et puis on verra. Soit le parent peut avoir besoin d'outils, de méthodes, en fait, pour savoir comment guider cet enfant-là. Donc ça peut être déjà un motif de consultation pour que je puisse transmettre aux parents des méthodes qui sont vraiment adaptées à l'âge, sachant que moi, j'ai vraiment une approche qui est basée sur la bienveillance et le respect de l'enfant. J'ai été trop marquée par les conseils qu'on a pu me donner à l'époque avec ma fille, où on me disait laisse-la pleurer ou utilise le 5, 10, 15, qui revient clairement à laisser l'enfant pleurer. C'est ça, on est d'accord. Donc moi, je suis vraiment sur des méthodes qui sont à l'opposé de ça. Donc ça, déjà, ça peut être un premier motif de consultation de, voilà, mon enfant n'arrive pas à s'endormir tout seul, qu'il ait 4 mois ou bien plus, j'ai besoin d'aide pour l'accompagner dans cet apprentissage-là. L'autre motif aussi de consultation, ça peut être des réveils nocturnes qu'on ne parvient plus à gérer. Si je reprends cet exemple de une famille qui va me dire moi il se réveille la nuit, je lui remets la tétine, ça me convient comme ça. Bon il y a peut-être pas besoin de changer les choses. Par contre des parents qui me disent ils se réveillent 5 fois la nuit ou parfois même moins, mais juste je n'arrive plus à gérer ces réveils-là. Pareil, ça peut être un motif de consultation pour venir vraiment identifier quelles sont les origines de ces réveils. Je dis les origines parce qu'en fait, c'est très rare qu'il y ait qu'un seul motif de trouble du sommeil de l'enfant. Comme je disais tout à l'heure, le sommeil dépend vraiment de plein de choses. Et donc, du coup, tout l'intérêt d'un accompagnement avec moi ou d'une consultation, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui vient perturber le sommeil de l'enfant. Et donc de vraiment pouvoir transmettre aux parents déjà un maximum d'informations pour comprendre en fait ce qui se passe au niveau du sommeil de leur enfant et des outils qui sont vraiment adaptés à l'âge de l'enfant, à son vécu, à son état émotionnel et puis aussi aux valeurs des parents. Ça c'est très important pour moi, c'est vraiment de pouvoir proposer des choses avec lesquelles les parents sont vraiment alignés en termes de démarche et d'approche pour leur enfant. D'accord. Donc voilà, ça peut être des réveils qu'on n'arrive plus à gérer, ça peut être des siestes aussi qui sont compliquées parce qu'on a souvent tendance à penser dodo égale dodo de nuit, mais les siestes conditionnent aussi beaucoup le sommeil de l'enfant de nuit. Donc du coup, c'est important et voilà, certaines familles viennent à moi parce que les siestes sont très compliquées, etc. Donc c'est difficile de parler plutôt en termes de timing, c'est plus en fonction du ressenti du parent. Quand on n'arrive plus à faire face à une situation ou quand on sent qu'il y a un blocage, ça peut être l'objet d'une consultation ou d'un atelier
Je propose aussi des ateliers de groupe aux parents à Bordeaux et en ligne pour ceux qui sont pas forcément à Bordeaux ou même qui sont à l'étranger. Ouais, et puis des fois, ça fait tellement de bien de parler avec des gens qui vivent la même chose que nous, même Exactement. C'est vrai que les ateliers de groupe sont très chouettes. En général, il y a beaucoup d'échanges entre parents, des choses qu'ils ont pu tester quand ils ont déjà eu des premiers enfants, etc. Donc il y a une belle énergie de groupe. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que des fois, tu vois, le premier il va dormir et on n'aura pas besoin de consulter, et le suivant il va pas dormir, et là on se sent encore plus démunis parce qu'on comprend pas pourquoi il y en a un ça a marché, l'autre ça a pas marché. Exactement. C'est vrai que quand j'ai lancé mon activité, c'est drôle. Je m'attendais à accompagner beaucoup de premiers parents, enfin de parents de premier enfant plutôt. Et en fait, je me retrouve à accompagner beaucoup de parents dont c'est le deuxième ou troisième enfant parce que chaque enfant est différent. Enfin là, pour le coup, ça l'illustre de manière vraiment parfaite, puisque voilà, et c'est exactement ce que tu viens de dire. Certains parents viennent à moi en me disant, en fait, je suis complètement démunie parce que le premier dormait très bien et là, ça bloque. Ce qui montre bien que voilà, le vécu de l'enfant est différent, la grossesse a pu se passer de manière différente. Voilà, il y a plein de choses qui viennent rentrer en ligne de compte, enfin en tout cas qui sont à prendre en compte et qui peuvent impacter le sommeil de votre enfant. Ouais, mais ce n'est pas de votre faute aussi. Ça, je tiens à le dire parce que il y a énormément de parents avec qui j'échange, que ce soit sur le compte Instagram ou en consultation, qui ont l'impression de mal faire en fait. Qui me disent merci beaucoup, ça me rassure, je reprends confiance en moi, etc. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'injonctions. Et du coup, les parents se retrouvent perdus. On a tendance à leur dire fais ci, si tu fais pas comme ça, c'est foutu, etc. Donc, ça remet beaucoup en question leur parentalité en fait. Et donc du coup, ils ont aussi besoin de retrouver confiance, d'avoir quelqu'un qui les porte un petit peu pour pouvoir retrouver le bon chemin. C'est ça. Et puis la confiance en eux vis-à-vis de leur enfant, parce que souvent on oublie qu'on est quand même le meilleur parent que nos enfants. Tout à fait. Ah mais ça, c'est ce que je leur dis aux parents. C'est moi, je suis là vraiment pour vous apporter des ajustements par rapport à ce que vous mettez déjà en place. Il y a souvent des très bonnes choses et il peut y avoir des petites corrections, des petits ajustements à apporter. Mais très souvent, les parents ont les bons réflexes, mais ils n'ont pas confiance en eux, en fait. Parce que, voilà, encore une fois, trop remis en question par l'entourage ou autre. Les réseaux sociaux aussi jouent beaucoup là-dessus. Voilà, comme les gens montrent que le positif, du coup, on a l'impression que ça roule tout le temps. C'est sûr qu'on voit rarement des stories de j'ai encore pas dormi cette nuit. Voilà, j'ai encore pas dormi, mon enfant avait 42 fièvres. Enfin, voilà, on voit que le côté positif. Et donc, moi, la première, quand ma fille faisait pas ses nuits, mais il y a des fois où ça me rendait folle, où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, c'est très culpabilisant. Alors qu'en fait, non, c'est quand même très fréquent. Moi, j'ai fait une étude en amont de ma reconversion. C'est quand même quasiment 70% des enfants qui rencontrent des troubles du sommeil. Donc, c'est quand même une grande partie des enfants. Donc après, troubles du sommeil, c'est très large. Ça peut être difficulté à l'endormissement, des réveils nocturnes, etc. Mais en fait, vous êtes loin d'être le seul à avoir un enfant qui a du mal à dormir. Et si vous ressentez le besoin d'échanger, d'avoir des outils pour vous aider à améliorer la situation, c'est là où moi je peux vous accompagner. C'est ça, et c'est pas le moment de s'enfermer et de s'enterrer dans son coin en se disant ça va passer, je vais faire le dos rond. C'est sûr. Disons que ça peut être une stratégie, mais ça peut prendre du temps et on se retrouve un peu en mode zombie quand on doit bosser, c'est très dur. Voilà. C'est ça. En fait, le manque de sommeil, c'est une des pires tortures. Et voilà, je le dis parce que je l'ai vraiment vécu. Et donc forcément, ça impacte aussi tout l'équilibre familial en fait. Ça va jouer sur la relation de couple, ça va jouer sur les moments qu'on passe avec son enfant, parce qu'en fait, on est tellement épuisé qu'on n'apprécie plus aussi les moments avec son enfant. On n'a plus la patience, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est quand même assez dur. Non, oui, je confirme. Ça a été très compliqué. Moi, à la fin, enfin, tu vois, je me levais en mode débile, quoi. C'est ce que j'ai appelé le mode débile, c'est que j'avais même plus de bienveillance, quoi. C'était très dur, quoi. Enfin, c'est sûr. Et puis bon, c'est pas le genre, enfin, tu vois, quand tu te lèves sans bienveillance, le mode nuit, tu l'oublies, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais clairement, c'est voilà, encore une fois, quand je dis c'est une des pires tortures, c'est ça. En plus, c'est vraiment utilisé en méthode de torture. Bien sûr, complètement. Voilà. Et c'est là où tu comprends pourquoi, tu vois. C'est quand t'as des enfants que tu te dis, je comprends maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais comme beaucoup de choses, de toute façon, on a souvent beaucoup de principes avant d'avoir des enfants. Et puis, c'est ça. Après, ça s'assoit un peu dessus. Voilà, c'est ça. Et j'ai une dernière question. Est-ce que on peut anticiper, justement, l'arrivée d'un enfant en prenant quelques tips avant?
Ouais, complètement. En fait, moi, les ateliers de groupe que je propose, il y en a une partie qui sont dédiés aux futurs parents, dans l'objectif justement que vous puissiez partir du bon pied, enfin qu'ils puissent partir du bon pied. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir répondre déjà à toutes les inquiétudes des parents, parce que c'est vrai que c'est souvent un sujet sur lequel déjà on met beaucoup de pression aux parents quand ils attendent un bébé. On leur dit souvent, profitez, après tu dormiras plus. En fait, ça rentre déjà par le côté négatif du sommeil, quoi. Donc, en fait, il y en a plein qui sont hyper stressés et donc, du coup, qui viennent à cet atelier pour faire le plein de conseils, justement, sur qu'est-ce que je peux mettre en place dès la naissance pour vraiment favoriser le sommeil de mon enfant. Ça veut pas dire qu'il va faire ses nuits dès le départ, parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits? C'est ça. Une vraie question. Est-ce qu'un adulte fait ses nuits, déjà? Tu vois. Voilà. Et puis, un bébé, un nourrisson qui se réveille tous les 3 heures pour manger, c'est son rythme à lui, en fait. C'est pas votre rythme à vous, mais c'est son rythme à lui qui est complètement normal. Donc voilà. Donc ces ateliers, effectivement, sont vraiment prévus à cet effet. D'accord, ok. Bon, écoute, je pense que tu vas susciter quelques consultations, parce qu'on est quand même vraiment beaucoup au bout du rouleau, et encore les miennes ont 7 ans, donc autant te dire que normalement c'est quand même pas mal acquis, mais pas tout à fait, hein, il y a encore des ajustements à faire. T'as eu beaucoup de résistance. Ouais, il faut le voir comme ça, c'est le positif, t'as raison. C'est ça. Ce que je voulais proposer, on en a parlé hors micro toutes les deux, c'est que on se retrouve régulièrement pour parler du sommeil des enfants. Et donc, super. Et donc, du coup, je vais ouvrir une boîte à questions comme je fais avec Natacha, et tu sélectionneras une question par 6 semaines, en gros, pour répondre et donner quelques tips, si ça te convient. Avec grand plaisir. Donc, on va te retrouver de façon assez régulière sur le podcast. Ouais. Et c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. En tout cas. Je t'en prie. Je vais redonner ton compte Instagram que j'ai déjà donné, mais je le remettrai aussi en description de l'épisode. Donc c'est @lesnuitsdouces. Tu consultes sur Bordeaux et en ligne. En fait, les ateliers de groupe se font sur Bordeaux et tout le reste des services se font en ligne, ce qui me permet de vous accompagner peu importe où vous êtes. C'est ça, exactement. Donc même à distance, et ça c'est vraiment hyper confortable. Je te remercie beaucoup, Charlotte. Et puis, merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver Charlotte sur son compte Instagram @lesnuitsdouces, sur des ateliers en visio ou à l'ère familiale, ou en consultation en visio elles aussi. Pour ma part, Charlotte est une belle rencontre. Elle nous a aidés à régler les soucis de sommeil d'Apolline, qui, à 7 ans, avait toujours des difficultés à l'endormissement et surtout avait de fréquents réveils nocturnes. Elle, comme nous, étions démunis. Et oui, Charlotte, ainsi que Sandra Bounot, qui est consultante IBCLC et praticienne en communication connectée, ça aussi, il faudra que je vous en reparle, m'ont incité à me présenter aux responsables de l'Aire familiale, qui est un cabinet pluridisciplinaire sur Bordeaux, dans lequel vous pouvez retrouver un grand nombre de spécialités médicales, paramédicales et de soins pour tous les âges de la vie. J'ai tenté, j'ai osé, devrais-je dire, sauter le pas, parce que ce n'est pas simple de pratiquer un métier méconnu, de le présenter auprès de professions réglementées, d'envisager de ne pas être considérée comme une concurrente, mais comme une praticienne complémentaire. Être doula aujourd'hui, comme sûrement encore demain, est un métier très controversé, souvent rapproché de l'ésotérisme, alors que notre métier est on ne peut plus ancré. C'est du soutien à l'état brut, émotionnel comme organisationnel, durant tous les stades de vie de la femme. J'ai su convaincre, mais clairement les sages-femmes du cabinet étaient déjà au fait, et aujourd'hui je fais partie de cette belle équipe. Je clôt cette partie newsletter pour en venir à votre soutien à vous. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, de le partager sur les réseaux sociaux, de le noter sur les plateformes d'écoute, et aussi de le recommander, le bouche à oreille est ce qui fonctionne le mieux. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, et que vous allez sûrement retrouver le sommeil, je vous souhaite une excellente semaine. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.